qui concerne particulièrement donc le nord du pays, et qui est l'une des raisons pour laquelle a été construit le barrage des Trois Gorges. Parce que le barrage de Trois Gorges, si vous voulez, il a beaucoup d'inconvénients, on en a beaucoup parlé, mais dans la logique de l'investisseur d'État chinois, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'il faut savoir que quand le Yangtze déborde, traditionnellement dans le pays, c'est entre 15 000 et 20 000 morts chaque année. Aujourd'hui, on est à 1000 morts. Le deuxième avantage, si je puis dire, c'est qu'à partir du barrage des Trois Gorges a été construit un canal qui va vers le nord du pays. C'est le nouveau Grand Canal. Et conduire l'eau au nord du pays, c'est permettre aux plaines agricoles autour de Pékin de pouvoir bénéficier de l'irrigation. Et c'est important de pouvoir bénéficier de l'irrigation parce que le centre du pouvoir est à Pékin. Or, la plaine du Nord, en Chine, y compris les États du Jilin, les États du Heilongjiang, souffrent de déficits chroniques en eau. Et donc là, vous avez véritablement, j'ai vu que c'était une des choses que vous allez étudier, une véritable hydropolitique d'État. Vous allez étudier l'hydrodiplomatie, je vais vous en parler un petit peu, mais vous avez à l'échelle de la Chine une hydropolitique d'État. Certainement critiquable, c'est très intéressant à creuser, mais je voulais vous en dire un mot parce qu'on est quand même sur un territoire de 8,5 millions de kilomètres carrés. Si je continue pour rester à peu près dans le temps qui m'est imparti, à vous montrer un certain nombre de graphes, je voudrais m'arrêter, comme je vous l'avais dit, sur le Proche-Orient. Le Proche-Orient, vous voyez, on est à au-delà de 2500 mètres cubes en Turquie. Il y a beaucoup d'eau en Turquie. C'est l'une des grands, outils de puissance, je ne dis pas de domination, mais de puissance de la Turquie, c'est les monts du Taurus. Et des monts du Taurus partent notamment le Tigre et l'Euphrate. En revanche, en dessous, vous êtes dans la zone de stress hydrique et de pénurie. Alors, on l'a vu pour la péninsule arabique, on l'a vu un petit peu pour l'Égypte, je vous parlerai du Nil tout à l'heure, mais aussi, on est en zone de stress, naturellement, Liban, Israël, Jordanie, Irak. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur le cas d'Israël, où là, vous avez effectivement une hydropolitique. Vous voyez, quand vous regardez depuis le plateau du Golan, ici vous avez le mont Hermon, un peu plus au nord, je crois, le mont Hermon, dans le plateau du Golan, occupé par Israël depuis 1967. Et du mont Hermon descendent un certain nombre de fleuves vers le lac de Tibériade. Vous avez le Dan, le Yarmouk, il est là, le Litani, qui est ici à la frontière du Liban et qui rejoignent le Jourdain, et le Jourdain se déverse dans le lac de Tibériade. D'accord ? Le lac du Tibériade étant donc à cheval sur Israël, avec une petite pointe à l'est sur le territoire syrien, mais au plateau du Golan, et donc pour le moment occupé par les Israéliens avec les forces de sécurité des Nations Unies qui servent de buffer zone depuis quasiment 40 ans maintenant. Bon. Et donc l'eau, en Israël, elle arrive là, avec une très très faible pluviométrie. Et ce qu'a fait Israël il y a une trentaine d'années maintenant, pour combler le déficit chronique en eau, c'est d'aller chercher de l'eau ici, juste à l'arrivée du Jourdain, devant le lac de Tibériade, en créant ce qu'on appelle le Grand Conduit National, qui fournit 320 millions de mètres cubes par an à Israël, c'est-à-dire la moitié de la consommation annuelle moyenne d'Israël, qui est autour de 700 millions de mètres cubes. Et la conséquence de cela, et d'ailleurs il ne faut pas blâmer, si je puis dire, seul Israël, parce que vous avez aussi des ponctions de l'autre côté, de la part de la Jordanie, mais qui le prend un peu plus bas. La conséquence de cela, c'est que le Jourdain est réduit à pas grand-chose.
C'est-à-dire que vous avez une sorte de siphonnage du Jourdain en descendant après le lac de Tibériade. Et vous voyez, là j'ai pris cette photo il y a 2 ans. Ça, c'est à peu près large comme la moitié de l'estrade, vous voyez. Et donc, le Jourdain alimente de moins en moins la mer Morte. Et donc, le problème de la mer Morte, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, la mer Morte, en 1960, aujourd'hui, et il n'y aura plus de mer Morte dans 30 ans. Elle sera morte. Vous savez que c'est très extraordinaire de se baigner dans le lac de Tibériade ou dans la mer Morte. La mer Morte a un degré de salinité beaucoup plus important que n'importe quelle mer ou n'importe quel océan. Et ce qui fait que le degré de flottaison est tout à fait étonnant. Vous êtes sur cette mer comme si vous aviez 4 bouées autour de vous. C'est une sensation tout à fait étonnante que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. Et donc les problèmes s'enchaînent. Vous voyez, quand on regarde à l'échelle d'un territoire, la gestion de l'eau, qui est à la fois nécessaire et pas si renouvelable que ça, finalement, en tout cas dans cette région-là, le problème est tout à fait réel. Alors j'ai sauté plusieurs slides et qui permettent de préciser la gestion de l'eau. Là, vous avez les nappes aquifères. Hein. Vous avez la nappe aquifère de l'ouest, vous avez celle de l'est. Et les petits points que nous avons indiqués là, ce sont les puits. Ce sont les puits autorisés, puisque là, on est à l'ouest de la ligne verte, hein, là, on est en Cisjordanie. Mais de l'autre côté, les points rouges, ce sont les puits des colons. Et là, ce sont les puits autorisés pour les Palestiniens. Vous voyez ? Et donc, vous avez une hydropolitique qui est une politique de gestion de l'eau par contrainte juridique. C'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de forer à certains endroits, même en Cisjordanie. Vous voyez ? Et donc, c'est une politique extrêmement contraignante, avec en plus ce problème de Tibériade et de la mer Morte qui s'appauvrissent considérablement. Et donc, c'est un cas de figure intéressant, parce que oui, je suis en train de souligner le rapport de force dans lequel Israël et Palestine sont, au moins dans la gestion de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui génère la guerre entre Israël et Palestine. C'est un des facteurs, mais ce n'est pas l'eau. On me dit, mais on va vers des guerres de l'eau. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Ensuite parce que l'eau, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est important. Et ensuite, si on fait la guerre, c'est pour d'autres raisons. L'eau peut se greffer dessus. Et puis c'est compliqué de faire la guerre. C'est difficile, c'est coûteux. La décision de la guerre n'est pas quelque chose de très simple. Ça a l'air d'être une tautologie, ce que j'évoque là, mais je trouve qu'à cause de mon métier, j'ai été dans plusieurs pays en guerre. On ne fait pas la guerre pour l'eau. Je vais vous donner un exemple tout à fait précis. Quand on regarde dans l'histoire, il n'y a pas de guerre de l'eau. Si vous vous intéressez à ça, il n'y a pas de guerre de l'eau. Et s'il y a des guerres de l'eau, c'est intranational, ce n'est pas international. Alors que l'eau, elle est complètement transnationale. Vous avez 263 bassins partagés dans le monde, pour 198 pays. Vous avez 198 États inscrits à l'ONU, vous avez 263 bassins transnationaux. Alors c'est très curieux, l'eau, parce que nous, quand on pense à l'eau, hein, quand on pense au lac de Genève, quand on pense aux fleuves, quand on pense à la Loire, c'est à moi. C'est à moi. C'est national. Or, 68% des cas, non. C'est partagé, parce qu'évidemment, les fleuves ne s'arrêtent pas aux frontières. Alors, ce sont des évidences, mais ce sont parfois des évidences auxquelles on ne pense pas. L'autre avantage à souligner cette gestion, c'est que si la mer Morte meurt, il y a un plan de secours qui existe. Et ça me permet de passer aux perspectives et solutions. Et ce plan de secours, l'étude est financée par la Banque mondiale à hauteur de 65%. L'étude a commencé en 2010 ou 2011. Cofinancement de la Jordanie, de l'autorité palestinienne, de l'Égypte et d'Israël.
Et l'idée, c'est de renflouer la mer Morte avec l'eau de la mer Rouge. Et de créer un canal, qu'on a appelé naturellement Peace Canal, évidemment, pour renflouer la mer Morte. Alors ça donne à peu près ce schéma-là, qui nous a été fourni par, je crois que c'est General Electric, mais je ne suis pas sûr. Là, on est dans la mer Rouge, et là, on est dans Dead Sea, dans la mer Morte. Alors c'est très coûteux, hein, on est autour de 9 milliards d'investissements, hein, tout de même. Tout de même. Donc, système de pompage ici pour aller chercher l'eau, puisque là, on a une première colline. On redescend, usine de désalinisation, hein, pour créer de l'eau douce, potable. Descendre vers une usine hydroélectrique qui génère de l'électricité. Alors, le schéma ne dit pas à qui va l'électricité. Et ravitailler la mer Morte. Alors c'est assez intéressant parce que cette étude, elle est terminée maintenant. Hein, elle a été terminée au mois de février 2014. Et vous avez une comité de gestion de la mer Morte avec ses 5 interlocuteurs, Égypte, Jordanie, Autorité palestinienne, Israël, Banque mondiale, qui se réunissent une fois par trimestre. Pour régler 2 problèmes, si je puis dire. Le premier, c'est le tour de table financier. Et le second, c'est comment va se faire le partage de l'eau. Et donc c'est intéressant parce que ce n'est pas gagné, bien entendu, mais en même temps, vous avez des gens, en gros, qui se détestent, qui travaillent ensemble pour essayer de trouver une solution qui serait bénéfique à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que ce serait bénéfique à tout le monde que ça va se faire. Ce serait trop simple. Mais c'est un cas intéressant. Alors, il y a d'autres cas de figure, et je voudrais, pour conclure, je dois être à peu près à 45 minutes, là, c'est ça, et aborder donc rapidement, dans le quart d'heure qui me reste, solutions et perspectives. Alors, solutions et perspectives, vous avez coopération transnationale, arbitrage budgétaire, le goutte-à-goutte, le dessalement, le recyclage. Je voudrais vous parler des pertes amont et des fuites aval, les investissements OMD et le mode de consommation. Donc, je voudrais vous donner deux exemples, exemple et contre-exemple de coopération transnationale. Alors, le premier, c'est évidemment les barrages. Vous savez que vous avez aujourd'hui 48 barrages en construction dans le monde. Vous avez eu une sorte de ralentissement de la construction des barrages à la fin des années 2000, du fait des critiques extrêmement importantes sur les conséquences positives et négatives entraînées par les barrages. Et puis vous avez une reprise de la construction des barrages depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui a tendance à se confirmer, y compris dans des zones de litige, et je pense à l'Asie du Sud-Est. Deuxième perspective, solution, ce sont les usines de dessalement. Alors vous voyez, on voit très bien ici l'incroyable courbe en asymptote de la quantité mondiale d'eau dessalée depuis 40 ans. On a une augmentation absolument considérable de cette technologie. C'est une technologie qui est complexe, je ne vais pas vous décrire, ce qu'on appelle le phénomène de double osmose. C'est une technologie difficile à maîtriser. La France est assez bonne là-dessus. Les Coréens du Sud sont assez bons. Les Américains sont assez bons. La plus grande usine de dessalement aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Inaugurée cette année en Israël. En Israël. Et d'autre part, l'inconvénient de cet avantage, c'est que les usines de dessalement consomment énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Mais vous voyez, vous avez une augmentation très importante et c'est appelé à se continuer. Et alors, on voit les principaux pays utilisateurs
Et regardez bien, si vous avez dans votre mémoire la carte des zones de déficit en eau, c'est la même que les cartes où se trouvent les usines de dessalement. Si vous superposez les données, vous avez en gros la même localisation, ce qui est tout à fait logique. Mais ce qui est illogique dans ce que je viens de vous dire, c'est que pour pouvoir avoir des usines de dessalement, il faut être un pays riche. Il n'y a pas une usine de dessalement au Yémen, alors qu'il y en a 42 en Arabie Saoudite. Et ce sont deux voisins. Il n'y a pas le moindre accord de partage de l'eau entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, alors que les deux pays sont voisins. Et que le Yémen est, je vous l'ai dit, à 160 mètres cubes, l'Arabie Saoudite un petit peu plus, mais pas beaucoup. Mais donc pour l'investissement des usines de dessalement, ce sont des possibilités de pays riches. Ce qui pose le problème pour un certain nombre d'États. Le Yémen, c'est un exemple, mais dans plusieurs États de l'Afrique subsaharienne. Et puis de toute façon, vous avez aussi la double peine d'avoir des pays en zone de déficit, à faible économie et enclavés. Prenez une carte de l'Afrique, du continent africain, et regardez sous la bande Sahel-Sahara, vous avez et des pays à faible revenu, en zone de déficit et enclavés sans accès à la mer, et donc pas de possibilité, aucune possibilité de financer ou de se faire financer des usines de dessalement. Triple peine. Triple peine pour certains États. Bon, si je continue ma démonstration, l'une des régions qui a le plus connu d'augmentation de présence de dessalement, c'est certainement la Méditerranée et la péninsule arabique. Sur les coopérations, je voudrais vous dire un mot du Danube, du Nil, du Mékong. Là, on a trois cas de figure assez différents. C'est pour ça que je les ai pris. Ce sont des très grands fleuves, dans les deux sens du terme, même trois sens, beaucoup d'eau, très longs et très grande charge historique et symbolique. Et donc, le Danube, vous avez une coopération qui a été mise en place à partir de 1943, en pleine guerre, et qui fonctionne très bien. Et quand je dis très bien, j'exagère un peu, parce que vous avez des rejets, vous avez quand même des pollutions, d'une part, et d'autre part, lorsque la Hongrie veut construire un barrage supplémentaire sur le Danube, ça pose énormément de difficultés au sein du comité du Danube, alors que c'est une nécessité pour la production d'électricité de la Hongrie. Et donc, comme le comité du Danube n'arrive pas à s'entendre autour de ce projet, il renvoie à la Cour d'arbitrage de la Commission européenne, puisque vous avez deux États membres, notamment Roumanie et Hongrie. Donc le Danube, il est plutôt bien géré, et il est plutôt plus propre qu'il y a 15 ans. Plutôt plus propre qu'il y a 15 ans. C'est une très grande artère à l'intérieur de l'Europe et de l'Union européenne, enfin de l'Europe, pas seulement de l'Union européenne. Et c'est une zone touristique importante, puisque c'est une très très belle balade à faire, en bateau-mouche, un peu plus grand quand même que les bateaux-mouches. Mais le Danube est un bon exemple, si vous voulez. Deuxième exemple que je veux prendre, c'est le Mékong. Le Mékong est un très grand fleuve, très long fleuve, qui démarre au Tibet et qui se jette à Ho Chi Minh Ville. Et vous avez un comité du Mékong. Le comité du Mékong, il a été créé après la fin de la phase américano-vietnamienne de la guerre, donc vers 1974-75. Et donc il associe tous les pays riverains. Et là, vous avez tous les pays de la zone. Vous avez Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Chine. Et le comité du Mékong a très bien fonctionné jusqu'au moment où la Chine a décidé, il y a 3 ans, de construire de nouveaux barrages sur le Mékong, sans tenir compte de l'avis
des autres membres du comité du Mékong qui voulaient réfléchir au partage de l'eau, au partage du débit de l'eau, à la production d'électricité. Et la Chine étant à de multiples titres une hydropuissance, elle a imposé sa façon de voir. Donc à la fois le Mékong est géré par un comité et en même temps on est dans un rapport de force. Et le rapport de force est évidemment à l'avantage de la Chine vis-à-vis du Laos. La voix du Laos ne pèse pas beaucoup. Et donc là, il y a une sorte d'échec de l'arbitrage. Un troisième exemple, où là on est sur un échec total, c'est même pas un échec total, c'est une absence de tentative, c'est le Nil. Alors le Nil, on dit toujours l'Égypte est née du Nil, c'est la mer du Nil, mais on oublie de dire que le Nil n'est pas que égyptien. Relisez les mémoires traduites en français de Speke et Burton, qui sont ces deux explorateurs anglais qui, en 1863, sont partis à la recherche des sources du Nil. C'est un merveilleux récit absolument haletant, Speke et Burton, et c'est en français. Et ils sont en Afrique centrale. Ils sont en Afrique centrale. Et l'Égypte, qui a des relations forcément avec l'Éthiopie, avec l'Ouganda, où passe le Nil, ne veut pas d'accord de partage. Interdit à ces États de l'amont de construire des barrages. Et donc là, vous avez des menaces de type militaire de l'Égypte pour interdire des pays beaucoup plus faibles d'utiliser l'eau du Nil, par crainte qu'il y ait une baisse du débit. Et effectivement, cette baisse du débit du Nil arrivant en Égypte serait un énorme problème, parce que déjà, l'eau du Nil ne suffit pas aux besoins en eau de ce pays. Je vous disais que j'avais travaillé un petit peu sur les questions de l'eau quand on était au Yémen, justement. Et il y avait un expert égyptien, il y avait un sous-ministre égyptien qui était là pour parler de l'eau. Il y a un problème de l'eau en Égypte, et il y a un déni total des autorités politiques qu'il y a un problème de l'eau. Il y a un déni total. C'est-à-dire le discours, la sémantique des autorités politiques égyptienne, il y a un déni total vis-à-vis des Égyptiens en disant il n'y a pas de problème de l'eau, alors que plus on avance, moins c'est suffisant pour les besoins industriels, domestiques et naturellement irrigation. Voilà, ces trois exemples sont assez différents les uns des autres. Et puis, dernier exemple, c'est le Tigre et l'Euphrate. Alors, je vous disais, le mont du Taurus, le Tigre et l'Euphrate donc passent en Syrie, en Irak, et se jettent dans le golfe persique, arabo-persique. Il faut dire arabo-persique, pas dire persique. Vous avez le Tigre qui est là, et ça, c'est ce qu'on appelle le bec de canard, vous voyez, où les deux fleuves se rapprochent. La Mésopotamie, c'est là. C'est intéressant, c'est là, parce que comme il y avait de l'eau, les hommes se sont installés, ils ont créé de l'irrigation, de l'agriculture, et ils ont créé l'une des premières écritures cunéiformes. Et ça, c'est grâce au Tigre et à l'Euphrate, grâce à l'eau. Il y a toute une histoire du pouvoir irakien qui est très, très intéressant à étudier, où les Takriti, dont faisait partie Saddam Hussein, c'était une tribu arabe qui était là où était la richesse, où il y avait l'eau. Le problème, c'est qu'en 1910, on découvre du pétrole, et où se trouve le pétrole? Il se trouve dans les marais, là où sont les chiites, et au nord, là où se trouvent les Kurdes. Et donc le pouvoir irakien s'est trouvé complètement déstabilisé. Et la seule façon de maintenir le pouvoir, c'était de faire de la dictature, si je puis dire, jusqu'en 2003. Donc vous voyez, c'est très intéressant quand on superpose l'histoire et la géographie des données pour un pays comme ça fait apparaître énormément de choses sur le problème de finalement la maîtrise de la richesse d'un pays aussi intéressant que la Mésopotamie, qui est donc devenue l'Irak en, je crois, 1922. Et donc tout ceci pour vous dire qu'il n'y a il y a des accords de partage sur le débit entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, mais la Turquie ne les respecte pas.
La Turquie ne les respecte pas et, pardonnez ma vulgarité, on n'en a absolument rien à foutre. Parce que vous n'avez pas de comité comme pour le Mékong, vous voyez. Vous n'avez même pas de comité de bassin où les gens peuvent se retrouver une fois par trimestre pour se mettre d'accord ou s'engueuler ou au moins exprimer. Vous n'avez pas ça. Et en même temps, j'attire votre attention sur le fait que, souvenez-vous, en 1990-91, quand l'Irak a envahi le Koweït, une coalition arabo-occidentale s'est faite pour sortir l'Irak du Koweït. Et la Turquie était dans cette coalition, et donc elle était en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Eh bien, elle n'a pas utilisé l'eau comme moyen de contrainte politico-militaire contre son adversaire irakien. Vous voyez, c'est intéressant. Donc là, il pouvait y avoir une guerre de l'eau, c'est-à-dire d'utiliser l'eau, soit en fermant des vannes, soit en empoisonnant. Ça n'a pas été fait. Et donc, on ne fait pas la guerre de l'eau facilement. Bon, je voudrais terminer sur quelques schémas, et puis après on passera au débat. Je vous parlais d'arbitrage budgétaire. Regardez ce schéma qu'on a fait, qu'on a pris de chiffres de la FAO. Regardez, là, la barre noire, c'est la part je crois que c'est en part de PIB, oui c'est ça, en pourcentage du PIB. Budget militaire, santé, eau et assainissement. Alors vous avez un pays comme l'Éthiopie qui consacre 9,5% de son PIB à l'armement. Et santé, 3%, 0,5% pour l'eau et l'assainissement. Ça s'appelle des arbitrages budgétaires. Regardez le Yémen, vous avez un cas de figure identique. En revanche, vous avez un pays comme la Zambie qui fait d'autres arbitrages budgétaires. Regardez par exemple l'Afrique du Sud, ça date d'il y a 10 ans, mais c'est intéressant. Elle consacre à peine 2% de son PIB, de part de PIB aux militaires, mais elle est à 3% pour la santé et la gestion publique et elle est à 2% pour l'eau et l'assainissement. Et donc ceci pour vous dire, il me semble que c'était votre formule, il n'y a pas que le problème de la ressource, il y a aussi le problème de la décision que l'on fait de la gestion de la ressource, de la gestion qu'on fait de son budget national, affecté à ceci ou à cela. Et ça, ce sont des gens comme vous et moi qui prennent ces décisions. On n'est pas obligé de consacrer 9,5 en part de PIB à l'armement. Alors ici, ils sont obsédés par le conflit de l'Ogaden et de l'Érythrée, bien sûr, mais bon. Et donc ça fait partie, si vous voulez, c'est ça que j'appelle perspective et solution. Ce sont aussi, bon, il y a les barrages, il y a les comités de bassin de gestion, il y a les arbitrages budgétaires qui sont soit bons, soit moyens, soit pas bons. Continuons les perspectives et solutions sur les prélèvements. Je voudrais m'arrêter un petit peu des prélèvements parce que vous avez un différentiel, vous avez deux différentiels, deux découplages entre le prélèvement et l'augmentation de la population et entre le prélèvement et la consommation de l'eau prélevée. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez ce schéma, où est-ce qu'on est là? On est en 2025, on est à peu près là aujourd'hui en 2015. Hein. Ça, c'est l'augmentation de la population. D'accord ? Et bien, vous voyez que l'augmentation des prélèvements agricoles est beaucoup plus importante que l'augmentation de la population. Et ceci va augmenter dans une dizaine d'années. C'est-à-dire l'augmentation de la population, numériquement parlant, est moins importante que l'augmentation des prélèvements agricoles, industriels, domestiques. Ceci pour bien vous souligner le découplage entre l'accroissement démographique et l'accroissement des prélèvements. Pour sortir de la tête que le principal responsable, c'est l'augmentation de la population sur la planète. Non, ce n'est pas ça le principal problème. Donc si je continue, on regarde maintenant par zone géographique. Là, on est... Où est-ce qu'on est là ? Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord. Donc vous avez augmentation de la population qui est plus importante en Asie et en Océanie, mais là aussi on voit que les prélèvements agricoles sont beaucoup plus importants que l'augmentation de la population. Mais ce n'est pas le cas en Amérique du Sud,
Et c'est un peu le cas en Amérique du Nord, et ça n'est pas le cas en Europe, on va dire encore de l'Ouest, si ça existe encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est différent selon les régions du monde, d'une part, et selon les périodes, d'autre part. Deuxième découplage que je voulais souligner, et c'est quasiment façon de conclure, avant un propos plus général, le différentiel dont je vous parlais. Bon, vous avez la consommation, c'est en vert, et le prélèvement, c'est en marron. D'accord ? 1900-2025, agriculture, domestique, industrie. Alors d'abord, on observe que l'industrie, si je puis dire, est beaucoup plus sobre et maîtrise ses cycles, à mon avis, beaucoup mieux que l'agriculture. Les augmentations sont plus faibles. Deuxièmement, regardez le différentiel entre le prélèvement, regardez, on est là, et la consommation. Regardez pour l'agriculture, pour le domestique et pour l'industrie, mais surtout agriculture et domestique. Et vous voyez bien que ces barres-là, en prélèvement, sont plus importantes que la consommation. Ça veut dire qu'on prélève beaucoup plus d'eau qu'on ne consomme. Et ça s'appelle du waste, ça s'appelle du gaspillage. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Alors il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est l'absence de recyclage. Et en agriculture, en gros, on ne recycle pas. Dans l'industrie, on recycle de plus en plus. Dans le domestique, ça a bien démarré depuis 15-20 ans à peu près. Mais en gros, on ne recycle pas. Ça, c'est le premier gisement non exploité. Deuxièmement, en agriculture, vous avez l'évaporation. Vous avez encore énormément de champs à travers le monde qui continuent à être irrigués, aspergés de façon diurne. Et l'évaporation est extrêmement rapide. Si vous avez arrosé de façon nocturne, vous n'avez quasiment pas d'évaporation. Donc vous avez une perte très importante. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les pertes sur pied. C'est-à-dire que vous avez des récoltes qui montent, donc qui sont alimentées en Renault, mais qui ne sont pas récoltées. Et la moyenne mondiale, on est autour de 28%, ce qui est absolument considérable. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas récolté ? C'est parce que soit on n'a pas pu réunir les bras de la famille étendue pour récolter, soit on n'a pas de tracteurs. Vous savez qu'il y a seulement 15% de tracteurs par rapport à l'agriculture dans le monde. Donc il ne faut pas s'imaginer que toute l'agriculture est mécanisée. Pas du tout. Absolument pas. Les pluies arrivent, on n'a pas pu rentrer la récolte, et elle pourrit sur pied. Ou bien on rentre la récolte, mais elle n'est pas protégée de l'eau, et donc elle pourrit une fois rentrée, mais pas dans la grange, elle est dehors. Et donc vous avez une masse considérable d'eau qui a été utilisée pour faire pousser du maïs, de l'orge, que sais-je, mais qui n'est pas utilisée. Et donc vous avez un gaspillage absolument considérable. Alors maintenant, si on regarde sur l'aval, dans les villes, vous avez le problème des fuites. Vous avez le problème des fuites, c'est-à-dire les fuites dans les conduits d'amener des flux et les fuites dans les villes, chez les individus comme vous et moi, les lavabos, les éviers, etc. Alors vous avez des villes vertueuses comme Genève et Paris qui sont autour de 8-9% de pertes. Moi, ça me paraît beaucoup, mais il paraît que c'est très difficile de faire mieux. Et vous avez le Caire qui est à 42%. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire, 42% au Caire de pertes dans les appartements et dans la ville et dans les maisons. Mais pour arriver à corriger ça, vous vous rendez compte le niveau d'investissement qu'il faudrait, privé et public, parce qu'il y a et les canalisations et puis les petites fuites de robinet, quoi. Et donc c'est là où il y a un découplage entre le prélèvement et la consommation que je voulais souligner. Et puis vous avez ce problème, et là j'en conclus par le modèle économique, c'est là-dessus que je voudrais terminer, de l'utilisation de l'eau pour des produits de consommation comme le café, le coton, le cuir, le papier, le bœuf, le poulet. Vous voyez, il faut à peu près... prenons le cas du bœuf, que je trouve intéressant. Il faut 15 000 litres pour 1 kilo de bœuf. Alors ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que le bœuf,
absorbe 15 000 litres d'eau pour arriver à fabriquer sa viande. Ça veut dire qu'il faut 15 000 litres d'eau pour générer le fourrage que va manger le bœuf. D'accord ? Alors c'est intéressant comme exemple, parce que ça nous amène à une chose, à mon avis, qu'il va falloir que vous intégrez dans votre cycle, c'est la modification des habitudes alimentaires à travers le monde. Et les habitudes alimentaires, elles changent beaucoup avec le déplacement des classes moyennes et l'augmentation numérique des classes moyennes. Vous savez que l'essentiel des classes moyennes, jusque dans les années 90-2000, elles étaient dans les pays de l'OCDE. Et vous avez, avec un déplacement des taux de croissance vers l'Inde, l'Indonésie, la Chine, le Brésil, vous avez les nouvelles classes moyennes qui apparaissent. Et c'est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Mais ces classes moyennes, elles se mettent à manger du bœuf. Même en Chine, on se met à manger du bœuf. Alors on n'en mange pas en Inde pour des raisons religieuses, mais l'Inde est devenue le premier exportateur de viande bovine. Elle a dépassé le Brésil. Et avec la modification de ces habitudes alimentaires, la production de bœuf est de plus en plus importante. Et donc l'utilisation de l'eau pour produire du bœuf est beaucoup plus importante qu'il y a une dizaine d'années. Vous avez toutes sortes d'évolutions des habitudes alimentaires qui est très très intéressante. Vous savez pourquoi il y a une crise sur une pénurie qui s'annonce sur la production de diamants ? Dans 10 ans, il n'y aura plus de diamants. Enfin si, il y aura les stocks de la Debers quand même. Mais il n'y aura plus de diamants, tout simplement parce que les Chinois qui se sont enrichis, et franchement tant mieux, mais aussi qui se sont, comme tout le monde, ils ont un rêve occidental, même si leurs dirigeants ne le disent pas. En tout cas, ils ont adopté un capitalisme bien classique. Quand ils se marient, traditionnellement, ils se marient avec une bague en jade. Et depuis 10 ans, c'est mieux d'avoir une bague en diamant. Et donc la Chine importe des diamants à tour de bras. Et donc voilà comment, vous voyez, avec l'arrivée de nouvelles classes moyennes, on a des changements aussi drastiques que l'utilisation du pétrole à partir de 1910-1920. Vous voyez ? Donc, par rapport à la population, entre 1900 et 2025, on a une population mondiale qui a été multipliée par 5, mais les prélèvements en eau par 9. Donc, l'augmentation de la prélèvement en eau n'est pas en corrélation avec l'augmentation de la population elle-même. D'accord ? Ensuite, le différentiel dont je vous parlais, c'est ça, qui me paraît très intéressant. Entre 1980 et aujourd'hui, la population mondiale a augmenté de plus de 50%. D'accord ? Mais l'augmentation du PIB mondial a augmenté de 157%. Et l'augmentation de la consommation mondiale, qui est corrélée avec le PIB mondial, ce qui est logique, de 162%. Et donc, vous voyez le différentiel, le découplage extrêmement important entre l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation de la création de richesse et de consommation qui va avec. Tout gain de richesse est immédiatement converti en consommation. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour les nouvelles classes moyennes. Et donc le problème, il n'est pas dans la ressource. Le problème, il n'est pas dans l'augmentation de la population mondiale. Le problème, il est dans le modèle économique dans lequel nous sommes, allez, on va dire, depuis fin XVIIIe siècle, qui s'appelle un modèle extrêmement producteur et destructeur, qui s'appelle le capitalisme. Je fais une critique en règle, non pas du capitalisme, mais des conséquences du capitalisme. Et c'est ça qu'il est nécessaire de réviser aujourd'hui, c'est l'étude des modèles économiques. Alors, je ne vais pas dire alternatifs, parce que c'est extrêmement connoté, mais il est producteur et destructeur. Et quand je dis destructeur, c'est ce qu'on vient un peu de voir, et naturellement sur les pollutions, sur les émissions de CO2. Vous voyez ? C'est pour ça que la transition économique, transition énergétique est très intéressante. Parce que ce n'est pas seulement un programme de gouvernement ou un raté de gouvernement, d'ailleurs, c'est un problème qui concerne mes enfants, la génération qui vient. Et donc ce différentiel me paraît très, très intéressant et je voulais quasiment terminer par ça. Alors je vais vous montrer deux, trois cartes pour terminer de l'Arctique.
qui est une région du monde que j'aime bien, vue d'une photo satellite. D'accord ? Et alors, on a récupéré des cartes du Groenland, et on voit sur ces cartes les conséquences de la fonte de la calotte glaciaire. D'accord ? Et là, vous avez une carte du Groenland en 2000. Ce qui est rouge, c'est la zone, on va dire, sèche, hein, non englacée. Ce qui est blanc, c'est la calotte glaciaire. Là, vous avez l'Islande. Là, vous avez la terre de Baffin, vous avez le Canada. Et là, on est en 2000. Là, on est en 2005. Et là, on est en 2010. Donc, ceci pour vous dire qu'on n'est pas face à des projections, on est face à une réalité. Hein, et que la fonte de cette calotte glaciaire, qui n'est pas la banquise, hein, c'est ça qui fait aussi monter le niveau des océans et qui est généré par le dérèglement climatique. Donc ça, ce sont des réalités qu'il va falloir gérer, et surtout la génération qui va venir. Donc en conclusion, je voudrais vous dire ceci, comme je suis à Genève, nous travaillons avec mon ami Stéphane Niveau, qui est là, à l'ouverture d'un nouveau musée, le premier musée polaire en France, pas en Suisse, mais en France, et juste à côté de chez vous, à une demi-heure de route d'ici, c'est juste à la frontière. Ce sera l'espace des mondes polaires, qui ouvrira dans 1 an et demi à peu près. Et je voulais vous en parler, d'abord parce que c'est près de chez vous, et ensuite parce que justement on intègre toutes ces problématiques transdisciplinaires. Vous voyez, une approche systémique avec comme fil conducteur les milieux polaires, hein, et comment on y vit, comment les gens sont adaptés, etc. Et en même temps, comment enseigner à vous, aux enfants, le sens de l'unité du monde et du fait que nous sommes chacun responsables. Et je trouve que le fait d'étudier l'eau, c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir accepter cette invitation pour le démarrage d'un cycle de l'eau, étude de gouvernance de l'eau, ça manifeste un sens de la responsabilité. Voilà, j'ai essayé de vous décrire ça. Je vous remercie beaucoup. Très bien, eh bien, merci Monsieur Victor pour cet exposé fort dense, c'est très très intéressant. On a quelques minutes pour un échange avec la salle. On a des micros qui circulent des deux côtés, donc je vous propose de lever la main si vous avez des questions à poser à notre intervenant. Oui, alors on va commencer peut-être à droite ici, avec les deux personnes à droite. Il ne marche pas. Merci beaucoup. À plusieurs reprises dans l'exposé ont été mentionnés les coûts d'infrastructures reliés à l'eau, ce qui est tout à fait vrai. Ceci dit, une question toute simple. Est-ce qu'on dispose de quelques chiffres des économies qu'on ferait en termes de productivité, en termes de santé, si on avait de meilleures infrastructures et qui pourraient peut-être inciter les États finalement à investir dans ces infrastructures sur du long terme? Oui, ces chiffres existent. Mais vous savez, c'est toujours très difficile de raisonner comme Nicolas Stern l'avait fait sur le coût de la non-action face au réchauffement climatique. C'est toujours extrêmement difficile. Donc ces chiffres existent, j'en ai vu quelques-uns, notamment à la FAO. Hein. Vous en avez peut-être aussi à l'Organisation météorologique internationale, c'est-à-dire des chiffres qui donnent des indications sur les gisements d'économie qu'il serait possible de faire. Moi, je ne les ai pas en tête, mais je sais qu'il existe des études statistiques là-dessus. Maintenant, le cas tout à fait flagrant de l'Égypte, par exemple, où il y a le problème de la gestion du Nil et des fuites dans la ville du Caire, je ne sais pas la fiabilité de l'appareil statistique égyptien. Peut-être qu'elle est correcte, peut-être qu'elle ne l'est pas. C'est une des grosses difficultés quand on est à ce niveau de généralité, si vous voulez, c'est, 1, la fiabilité des appareils statistiques, et 2, l'interopérabilité entre les chiffres statistiques de tous ces États.
C'est pour ça que les agences comme la Banque mondiale, le FMI, le CDE, Eurostat sont des agences extrêmement utiles, et Nations Unies, bien sûr, parce qu'elles essayent de rendre interopérables les chiffres de tous les États. Et plus on creuse, et plus on s'aperçoit que c'est un matériau à utiliser avec une très très grande prudence. On travaille en ce moment au labo sur les pollutions en Chine et les solutions que la Chine apporte aux diverses solutions. Vous savez, l'appareil statistique, il est ce qu'il est. Hein. Je ne critique pas les Chinois, je dis que la fiabilité, elle est moyenne, quoi. Elle est moyenne. Mais donc ces chiffres existent. Je ne les ai pas en tête, mais ces chiffres existent. Je pense qu'on peut les trouver. Parfait, merci. Madame, vous avez une question également? Bonsoir, je vous remercie, c'était très intéressant. Enfin, j'avais plutôt des remarques, questions, je sais pas. La première, c'était sur la population et la consommation d'eau. Donc, vous disiez que vous sépariez que la consommation d'eau ne dépendait pas de la population. Enfin, je trouvais que, personnellement, je pense que c'est quand même deux phénomènes qui sont concomitants, hein. Même si vous l'avez un peu modulé à la fin en disant qu'effectivement, on consomme, puisque nous sommes dans une société hyper consommatrice de toutes sortes de choses. Donc, pour moi, c'est faux. Enfin, je considère que c'est faux de dire que la consommation et la population ne sont pas liées. De l'eau, hein, je dis, comme vous l'avez dit là. Donc, parce que plus on consomme, plus effectivement il y a d'agriculture, plus on va consommer d'eau, donc forcément plus de population entraîne plus de consommation d'eau. Donc ça, c'était la première. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Et puis Non. Posez peut-être. Alors ensuite, j'ai pas très bien compris. Alors là, si vous pour le barrage des Trois Gorges. Et bon, peut-être évidemment, on n'a pas le temps de revenir, j'imagine, sur tous ces impacts écologiques, évidemment, de l'évaporation et de la perte de ce barrage immense en eau, etc. Donc je pense qu'on connaît bien ces phénomènes, enfin j'espère. Puis la troisième, c'est une question plus personnelle. C'est vrai que moi j'ai trouvé dommage que vous reveniez toujours sur ce conflit, l'eau en Israël. Je trouve que c'est toujours la même chose. Il y a d'autres conflits dans le monde qui sont, à mon avis, aussi importants. Et je n'ai pas trouvé... Enfin, ça a manqué un peu de clairvoyance, à mon avis. Voilà, merci. Merci quand même. Alors, oui, sur Israël, effectivement. Sur Israël, on peut prendre le cas des monts du Taurus. On pourrait analyser la politique turque vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis de l'Irak. Mais la politique israélienne est très, très monolatérale, extrêmement monolatérale. Donc, en plus, on arrive à la cartographier, donc c'est un bon exemple sur lequel je pense que c'est intéressant de revenir. Oui, comme vous dites très justement, de revenir. Il y avait 3 questions, donc ça c'était une. La précédente, c'était quoi juste en mots-clés? Alors les Trois Gorges, oui, c'est un immense barrage avec une dérivation vers le nord du pays pour emmener l'eau du sud de Yangtze, qui est près de Shanghai, vers les plaines du nord, pour irriguer les plaines du nord de la Chine. Donc l'un des buts, c'est ça, hein, c'est-à-dire permettre l'irrigation au sud, diminuer les conséquences des inondations du Yangtze, et troisièmement, emmener l'eau par le nouveau grand canal. Et puis la première question, c'était quoi? Consommation en eau et augmentation de la population. Oui, voilà, j'ai rien à ajouter, là, ça fait 1 heure que j'en parle. Oui, vous avez raison. Pardonnez-moi si je n'ai pas été clair, mais oui, vous avez raison. L'augmentation de la population entraîne une augmentation de la consommation. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez aussi une augmentation de la consommation d'eau qui n'est pas liée à l'augmentation de la population. Vous voyez, je reprends. Non, avec l'augmentation. La consommation d'eau n'était pas liée à l'augmentation de la population. Mais moi, je pense que les deux phénomènes. Alors, je me suis mal exprimé. Ensuite, vous avez modulé en parlant de l'agriculture et de l'usage domestique et l'industriel. On peut ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que je suis pour autant. Oui. Mais je pense que nous avons raison tous les deux.
l'augmentation de la consommation en eau est liée à l'augmentation de la population, et l'augmentation de la consommation en eau est découplée aussi, puisqu'elle est liée au système économique et au système de consommation. Donc on a vraiment raison tous les deux. Merci beaucoup. Parfait, je vous propose de passer à une autre question. Il y a une question devant ici. Globalement, manifestement, la surabondance de l'eau de mer, et nous disposons toujours plus, nous maîtrisons l'énergie solaire, puisque le dessalement est dévoreur d'énergie, ça doit solutionner en partie. Existe-t-il plusieurs techniques de dessalement? Et au point de vue dessalement, pourquoi dessaler l'eau de la mer Rouge pour la déverser dans la mer Morte, qui par définition est sursalée et de toute façon? Puis d'autre part, pour économiser de l'eau, manger des insectes est une solution. Puis d'autre part, nous avons l'eau d'ici et l'eau de là. C'est vaste. Alors, vous avez raison, dans ce cycle de formation sur la gouvernance de l'eau, il est prévu 10 heures de cours pour les étudiants sur comment se nourrir avec des insectes à Genève. Ah bon? Vous avez raison. Ensuite, ponctionner l'eau de la mer Rouge, ce n'est pas une usine de dessalement. C'est de la captation d'eau pour... Il y a une usine de dessalement, oui, vous avez raison. Il y a hydroélectricité, irrigation et dessalement, vous avez tout à fait raison. Et pardonnez-moi, pardonnez mon oubli. Mais les usines de dessalement qui se développent en Méditerranée et autour de la péninsule arabique, ce n'est pas que en mer Rouge. Hein, il y en a en Méditerranée largement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, il y en a là, il y en a là. Tout en haut à gauche, on va faire des droites-gauche comme ça. Bonjour. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de guerre de l'eau, mais il y a quand même eu dans les années 2000, je pense à la Bolivie, à Cochabamba, les révoltes populaires contre les privatisations, enfin la privatisation de l'eau par les multinationales. Donc en fait, on appelle ça la guerre de l'eau, si je m'en souviens bien. Oui. Donc je voulais avoir votre opinion là-dessus en fait. Oui, vous avez raison. Mais je pensais, si vous voulez, à des guerres internationales, transnationales. Là, on était sur un schéma interne. Mais ce schéma interne, il est tout à fait révélateur. Et d'ailleurs, pour abonder dans votre sens, ça c'est très intéressant comme rappel que j'ai omis, vous avez un problème quasi identique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous avez de l'eau qui est le débit de 2 fleuves, dont j'ai oublié le nom, qui est réduit, et donc qui manque à ces populations papoues, parce que l'eau est dérivée pour une mine, je crois, de nickel exploitée par une compagnie australienne. Donc là, vous avez une tension extrêmement forte en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de type identique à ce que vous évoquiez là, effectivement. Donc en interne, vous avez raison. Alors maintenant, comme je le disais tout à l'heure, comme vous avez 263 bassins partagés entre pays, on peut aussi faire une étude très intéressante, d'ailleurs vous pourriez le faire, de faire des schémas de projection sur... Vous additionnez, vous superposez sur la carte les fleuves, les populations, les ressources économiques, enfin les zones de production économique, et vous essayez d'en déduire est-ce qu'il y a risque de tension, de pénurie, quelle est la mécanique de distribution. Ça peut être un schéma d'étude extrêmement intéressant. Multiplié par 263, ce serait très utile. Ce serait très utile. À mon avis, ça n'a pas été fait. Une autre question? Oui, quelqu'un tout derrière? Il y a monsieur, ça fait un moment qu'il lève la main. Alors, je voulais poser une question à propos des fleuves qui se jettent dans la mer. Je crois qu'il y a certains pays, notamment j'ai lu un article à propos de ça pour le Liban, où à peu près 60 ou 65% de l'eau des fleuves se jette dans la mer, donc qui est en quelque sorte gaspillée. Alors, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de construire des barrages sur le littoral, comme ça, pour ne pas gaspiller cette eau-là et pour la garder pour la population? Construire des barrages sur le littoral?
Ouais, mais vous avez aussi un problème de récupération de l'énergie. C'est-à-dire les barrages hydroélectriques, si vous voulez, ils ont besoin d'une certaine déclivité. Si vous les créez sur le littoral, ça suppose des systèmes de pompage. Mais peut-être. Cela dit, sur le chiffre que vous donnez, j'ai trouvé le même. Dans un livre dont je vais vous donner la référence, on aurait, à partir des fleuves, 11% de l'eau utilisée. Et donc, ça ferait 90% de l'eau qui va jusqu'à la mer. Et donc, il y a un gisement important. Alors, ça suppose des investissements en stations de pompage, mais j'ai trouvé ce chiffre que j'ai trouvé très intéressant. La plus grande partie va à l'océan. Quand vous prenez, par exemple, un pays comme la France, que je connais un peu mieux, l'une des difficultés, c'est de faire se parler les industriels, les urbanistes, les agriculteurs. Et la France a créé, au moment de la 4e République, là, j'ai plus de micro, je sens. Non, on peut venir parler ici. Ce qu'on appelle des comités de bassin, et qui se réunissent pour essayer de gérer la ressource de façon à peu près équilibrée. Alors en France, ça se passe à peu près correctement, mais c'est un bon exemple. Et l'autre chose que j'avais notée dans ce livre sur l'eau, il y a tout un chapitre très intéressant qui dit, au fond, l'éclairage qui est donné maintenant sur le changement climatique, non seulement éclipse le problème de l'eau douce, mais ne l'intègre pas dans le débat. Et ça, j'ai pensé que c'était intéressant. Je ne sais pas si vous corroborez ou pas. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a une surmédiatisation du réchauffement climatique. Moi, je pense qu'il n'y en a jamais assez. Mais c'est vrai que le problème de l'eau douce n'est pas suffisamment intégré comme phénomène qui aura des conséquences du réchauffement. Et vous savez, en matière de conflit, vous avez la même racine latine pour rive d'un fleuve et rivalité. Et donc c'est intéressant de réfléchir aux guerres de l'eau, comme vous l'évoquiez, à partir de cette même racine entre rive et rivalité. Al-Irak, ça veut dire le rivage. L'Irak, ça veut dire le rivage. Et le rivage, naturellement, du Tigre et de l'Euphrate. Une dernière question, peut-être ? Ah, il y en a deux. Jeune homme. Bonsoir. C'était par rapport au réchauffement climatique aussi. La montée des eaux va provoquer sûrement des réfugiés climatiques. Alors, quelles seront les conséquences pour les réfugiés et les pays qui les accueilleront ? Alors, c'est une question importante, mais qui est loin d'être réglée, parce qu'on n'a pas de statut du réfugié climatique. On a élaboré des statuts des réfugiés avec les conventions de Genève, celle d'après la Première Guerre, et puis celle d'après la Deuxième Guerre, la Charte de San Francisco, où il y a le statut de réfugié politique, mais réfugié climatique, pour le moment, on n'a pas de statut. Et comme on n'a pas de statut, une des choses que l'Inde a faites, par exemple, c'est de construire une barrière qui entoure le Bangladesh. Parce que vous avez de plus en plus de Bangladais qui s'en vont pour des raisons économiques, mais aussi de plus en plus à cause de la salinisation de leurs rizières dans le delta de Dhaka. Et vous avez des gens qui s'en vont. Et où aller ? Et donc, ces réfugiés climatiques, qui sont de plus en plus nombreux et qui seront de plus en plus nombreux, pour le moment, n'ont pas de statut. Et le problème de la salinisation des rizières pose la question de... Vous savez, bon, le niveau des océans augmente et il monte à l'intérieur du Brahmapoutre et de la Meghna, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et puis vous avez une pression inverse, c'est-à-dire que vous avez la fonte des glaciers de l'Himalaya qui augmente le débit. Et donc vous avez des rizières qui sont inondées plus que nécessaire et en plus salinisées. Et donc ça pose la question de l'utilisation de semences de riz OGM. Parce que vous avez des semences de riz OGM qui résistent à la salinisation. Et donc ça permet de réfléchir aux plantes génétiquement modifiées, peut-être avec un autre regard. Parce que ça permet de stabiliser les paysans, vous voyez, plutôt que le fait qu'ils doivent quitter leur village.
J'ai rencontré la même problématique en Mauritanie sur les plantations qui sont les champs qui sont bouffés par l'avancée du désert. Et donc, la question qui se pose en Mauritanie, c'est d'utiliser du maïs génétiquement modifié, par exemple. Sinon, il ne tiendra pas l'avancée du désert. Et donc, je pense qu'il faut le regarder avec un esprit critique et dans les deux sens du terme, quoi. Et je ne suis pas payé par Monsanto. Simplement, je réfléchis avec le groupe de chercheurs et je vois dans certains pays les avantages que ça produit, quoi. On restera sur l'importance de l'esprit critique et notamment toute la raison pour laquelle il faut des formations sur les questions de gouvernance des géopolitiques de l'eau. Je voudrais juste vous donner 2 références. Un très bon livre que j'ai lu, Gérard Payen, De l'eau pour tous, chez Armand Collin. Gérard Payen, De l'eau pour tous, chez Armand Collin, 2013. C'est très bien, très équilibré. Et je ne sais pas si vous connaissez cette revue, Diplomatie. C'est très bien, c'est une revue de politique internationale, très, très illustrée. Et vous avez tout un dossier en 2013 sur la géopolitique de l'eau. J'ai pris plusieurs exemples là pour préparer ce petit exposé. Voilà. Parfait. Merci, Monsieur Victor. Je voudrais encore remercier... Je voudrais encore remercier encore une fois tous les intervenants de cette soirée, remercier le rectorat également pour son aide, pour toute l'organisation de la manifestation, et enfin toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, Thomas Bolognesi, Stéphane Cluzer et Stéphanie Pifto. Je vous invite à passer derrière pour un verre de l'amitié. Merci.